Salut les amis, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et en bonne santé les amis, en ce 1er mai 2026 pour cette chronique hebdomadaire avec notre fidèle Jacob Cohen. Bonsoir, bonsoir à tous et bonne fête du travail. Ah oui, pour ceux qui connaissent ça, effectivement, c'est la fête du travail aujourd'hui, donc bonne fête à tout le monde. Alors, Monsieur Cohen, comme d'habitude, hein, chronique hebdomadaire, excusez-nous pour le contretemps. Hein, des fois, c'est 19h30, des fois 20h. On essaie de s'arranger un petit peu comme on peut. Voilà, donc les amis, comme d'habitude, vous avez la possibilité d'intervenir sur la thématique, sur le sujet. Et n'hésitez pas à partager le live un maximum, que ce soit sur Twitter, TikTok ou YouTube. Monsieur Cohen, on va rester bien sûr sur l'actualité Moyen-Orient générale, hein, géopolitique. Donc, je vous laisse commencer sur le sujet qu'on a évoqué ensemble. Allez-y. Ben, c'est dommage, on aurait pu montrer la vidéo, elle ne dure qu'une demi-minute, mais c'est pas grave. Pour introduire le sujet, en fait, euh, il y avait une vidéo avec l'ancien chef du Mossad, très connu, enfin, quelqu'un qui a joué un rôle important et qui vient dire que le comportement des colons est inacceptable et c'est pas bien, etc. Et que ça lui faisait honte en tant que juif, descendant de ceux de la Shoah. Enfin bon, bref, il nous a fait un speech comme savent les faire les sionistes. Voilà. Et bon, les sionistes ont l'habitude de ce genre de discours. Il y avait une vieille expression qu'on utilisait déjà dans les années 90 à propos des sionistes. On disait à l'époque, on tire et on pleure. C'est-à-dire les sionistes tuent, assassinent, bombardent, on tue, on tire et on pleure. Et après, on vient, on dit, oh là là, qu'est-ce qu'on a mal fait, c'est pas bien ce qu'on a fait, mais nous sommes des gentils, nous croyons en la Bible, nous avons des valeurs juives, etc., etc. Enfin bon, bon. Donc je voulais mettre en garde parce que souvent il y a des gens qui mettent en exergue, par exemple, les vidéos d'Eli Barnavi. Bon, voilà, vous savez, l'ex-ambassadeur sioniste en France qui est quasiment condamné à mort Netanyahou. Enfin, c'est une façon de parler. Donc, il faut se méfier. Euh, j'ai déjà fait une vidéo qui s'appelle « Il n'y a pas de sionistes progressistes et il n'y a pas de sionistes de gauche, il n'y a pas de sionistes humanistes ». Ce sont des spécialistes de ce genre de discours auxquels il ne faut pas croire. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que c'est toujours des chefs du Mossad qui sont à la retraite. Bon. Parce que quand ils ne sont pas à la retraite, je vais vous donner un exemple. Il y avait un numéro 2 de Tzal, c'est pas n'importe qui le numéro 2, qui s'appelle Yair Golan. Et en 2018, au moment où le Parlement sioniste avait avait voté la loi sur la nation du peuple juif, donc ça fait déjà 8 ans, il avait dit que ce qui se passait en Israël lui rappelait l'ambiance de l'Allemagne au début des années 30. Évidemment, après ça, il n'est plus resté numéro 2 de Tzahal. Et aujourd'hui, il dirige un petit parti qui fait à peine 4 ou 5% des voix. Ça montre que le système sioniste n'est pas tendre avec ceux qui le critiquent, sauf lorsqu'ils sont à la retraite. Voilà, donc je voulais juste vous mettre en garde quand vous écoutez un sioniste, qui qu'il soit, hein, quel que soit son niveau, ne le croyez jamais. Voilà. Quand il dit oui, c'est pas bien ce qu'on a fait, etc., j'ai honte, c'est de la propagande.
Ils sont tous unis dans la même haine de l'arabe et dans le même déni aux Palestiniens. Donc, je voulais faire cette mise au point. Et s'il n'y a pas de questions, on va passer à l'actualité brûlante, si vous voulez. Oui, alors, on vient de commencer le live, donc il n'y a pas énormément encore de monde qui est arrivé. Sur la question, Monsieur Cohen, donc en gros, sur cette question-là, sur l'ancien, je sais plus comment, là, du Mossad, là, c'est un peu de l'hypocrisie, là, si on peut le Ah ben, comprendre comme ça. non, évidemment, c'est de la pure hypocrisie. Voilà. C'est un peu comme, vous savez, après l'attaque, après par exemple la destruction de la statue du Christ au Liban, au sud du Liban, je ne sais pas si vous avez vu ces images, Netanyahou a lancé un appel comme quoi les chrétiens sont les amis d'Israël, etc., etc., alors qu'ils ont détruit sciemment des églises qui dataient de 1500 ans dans la bande de Gaza, etc. Donc, ils ont l'habitude du double discours. Voilà. Il ne faut jamais les croire. Et moi, ça me fait mal au cœur et ça me fait rigoler quand je vois des Arabes, je ne vais pas citer des noms, ce n'est pas la peine, euh, qui s'acoquinent avec les sionistes et qui sont baba d'admiration devant leur discours, leur volonté de paix, etc. Enfin voilà. Ouais, donc clairement, c'est un discours, c'est un narratif manipulateur et hypocrite. Tout à fait, c'est de la mise en scène. Voilà. C'est de la mise en scène parce que, surtout quand on a été chef du Mossad, enfin, ça veut dire qu'on a été pendant 20 ans ou 25 ans au sein du Mossad avant d'en être le chef. Donc, on a appris à utiliser les coups les plus tordus, les assassinats, enfin tout ce dont est capable le Mossad. Voilà. Par exemple, regardez combien de scientifiques ont été assassinés en Iran, combien de scientifiques irakiens ont été assassinés, etc., etc. Donc, qu'un chef du Mossad après vienne dire une fois à la retraite, oh, non, non, on n'est pas comme ça, etc. Malheureusement, il y a beaucoup qui marchent ou qui. Tenez, voilà, par exemple, aujourd'hui, ce matin, j'ai écouté Radio Classique. Bon, vous connaissez Radio Classique, c'est une radio qui diffuse la musique classique. Mais en même temps, cette radio diffuse des informations et entre deux morceaux de musique classique, ils ont fait de la pub pour qui? Pour Elie Barnavi. Vous savez, l'ancien ambassadeur d'Israël à Paris, qui vient d'écrire un livre qui s'appelle Dictionnaire amoureux d'Israël. Voilà. Voilà celui qui a critiqué Netanyahou. Il a écrit Dictionnaire amoureux d'Israël et le commentaire de la pub qui faisait l'éloge du livre, c'est un patriote israélien qui défend les valeurs et patati et patata. Enfin, ils sont franchement, au point de vue de la propagande, je leur tire mon chapeau, d'une part, et je trouve que les autres, sans citer de nom, les autres sont vraiment des, bon, je vais être gentil, des amateurs, voilà, des incapables, un peu moins gentils, voilà. Mais je ne serai pas méchant. Très bien. Alors, Monsieur Cohen, on a une première question pour vous. Quel intérêt pour Israël, alors que je dise bien, que Israël, si Trump, les USA s'effondrent, pourquoi affaiblir le seul allié qu'il a toujours soutenu? Non, il ne faut pas se faire d'illusions. Les États-Unis ne vont jamais s'effondrer. Voilà. C'est quand même une très grande puissance, sinon la plus grande puissance. Et ils ont des moyens, ils ont des capacités,
financière, militaire, navale, enfin, aérien, dans l'espace. Non, non, c'est ceux qui croient que les États-Unis vont s'effondrer, ils se trompent. Mais Ils peuvent il y a peut-être un peu moins d'influence que par le passé, non? un peu moins. Disons qu'on on est sur la pente où les États-Unis sont en train, ils ne sont plus la première puissance qui dicte sa volonté au monde. Voilà. Mais de là à l'effacer, y a un pas. Et en même temps, bon, c'est vrai que la tendance est, enfin, est la suivante, c'est que les États-Unis perdent de leur influence. Ils vont certainement perdre de leur influence au Moyen-Orient. Les bases qui ont été détruites dans les pays du Golfe, etc. Il va y avoir des retraits de milliers, de centaines de milliards, etc. Il y a un processus. Il y a un processus, disons, qui fait que l'Amérique va perdre de son arrogance et de sa puissance. Mais c'est un pays. Moi, je ne sais pas, je vais pas. C'est-à-dire, non seulement je ne vais pas enterrer ce pays très vite, mais on ne sait jamais ce qui peut arriver dans 10 ans ou 20 ans. C'est-à-dire que c'est un pays qui a montré par le passé des capacités de rebondir. Voilà. C'est-à-dire ils sont capables de relever des défis aussi. Des défis technologiques. Par exemple, j'ai entendu, bon, c'est peut-être de la propagande, mais par exemple, ils viennent de mettre en place des fusées des hypersoniques qui étaient l'apanage de la Russie jusqu'à présent. Bon, est-ce que c'est vrai ou pas? Je ne sais pas jusqu'à quel point, mais c'est un pays qui a énormément de capacités. Donc, euh, Israël ne cherche pas, Israël ne peut pas chercher l'effondrement de l'Amérique, parce que sinon, Israël tient pour. Enfin, c'est un pays qui n'a rien, enfin, pas grand-chose. C'est un pays qui reçoit à peu près un flux de 8 à 10 milliards par an. Imaginez la France, parce que c'est 10 fois la population, imaginez qu'il y ait un flux d'argent privé, public, étatique de 80 à 100 milliards qui sont infusés dans l'économie française. Ce que vous imaginez, bon, et c'est vrai que comme ils ne sont pas bêtes, ils sont capables, donc ils ont créé des niches très importantes. Par exemple, sur le plan des médicaments, des génériques, ils ont une multinationale qui est importante. Sur le plan de l'information militaire, du renseignement, etc. Enfin, quand même, c'est le 5e ou 6e exportateur d'armes au monde. C'est pas n'importe quoi, c'est quand même quelque chose. Je veux dire, être le 5e ou 6e exportateur d'armes, c'est pas quand on a des clients comme la Chine et l'Inde, sur plusieurs milliards par an, ça veut dire que c'est un pays qui a de l'intelligence, voilà, qui sait, qui sait exploiter l'argent qu'on lui donne. Et donc, il n'a pas intérêt du tout à ce que ce pays, mais disons, Netanyahou ou le régime sioniste avait intérêt à entraîner l'Amérique dans une guerre parce que d'abord, les Israéliens pensent à juste titre. Je crois que les Israéliens pensaient sincèrement, à mon avis, hein, qu'ils pouvaient à deux, l'Amérique et Israël, en quelques jours, frapper un si grand coup qu'ils pouvaient mettre à mal le régime iranien. Voilà. Et voilà, malheureusement pour eux, cela ne s'est pas produit.
Mais je pense qu'ils en étaient convaincus. S'ils avaient envisagé tous les éléments actuels, c'est-à-dire l'attaque sur les pays du Golfe, la crise mondiale, le détroit d'Ormuz, etc., peut-être qu'ils se seraient pris autrement, peut-être, je ne sais pas. Mais je pense que les deux étaient convaincus de leur superpuissance. Et donc, Israël seul ne peut pas attaquer l'Iran. Regardez ce qui s'est passé au mois de juin l'année dernière. En 10 jours, 12 jours, c'est une guerre qui a duré 12 jours. Les Israéliens ont demandé grâce. Voilà. Ils n'en pouvaient plus. Donc, ils avaient besoin d'entraîner l'Amérique. Parce que l'Amérique a quand même des gros moyens. Bon. Mais je pense que ce qu'ils n'ont pas prévu, et d'ailleurs Trump l'a reconnu, c'est que les Iraniens ont pris des positions offensives. C'est-à-dire, ils ont pris des initiatives auxquelles ils ne nous ont pas habitués. Les Iraniens n'ont jamais attaqué les pays du Golfe, n'ont jamais. Ils ont toujours respecté le droit international. Ce sont des gentils. Voilà. Ils ont toujours respecté le droit international. Ils n'ont jamais commis d'assassinat. Et donc, ils pensaient que, bon, dans une guerre comme ça, c'est-à-dire uniquement l'Iran contre l'Amérique et Israël, en quelques jours, ils pouvaient arriver à mettre l'Iran vraiment dans de très grandes difficultés. Sauf que l'Iran, les Iraniens, ils se sont dit, on va attaquer l'Amérique dans ses points faibles, c'est-à-dire les pays du Golfe. Ils ont détruit toutes les bases américaines, tous les radars qui étaient installés dans les pays du Golfe. Ils ont créé une crise énergétique mondiale. Ils ont fermé le détroit du Golfe. Et donc, c'est ça le problème. Sinon, pourquoi les Américains ont arrêté de les attaquer? Parce qu'ils voyaient que chaque attaque entraînait des destructions massives des alliés de l'Amérique. Je pense que c'est ça qui a changé la donne. Et c'est quelque chose à laquelle les Américains, les Israéliens ne s'attendaient pas. Voilà. Alors, monsieur Cohen, est-ce que vous connaissez la devise du Mossad? Oui, je crois, oui. C'est quelque chose comme avec malice et cynisme, quelque chose comme ça, nous vaincrons, quelque chose comme ça, non? Oui, oui, vous n'êtes pas loin. Par la ruse, nous vaincrons. Voilà, oui, oui. Non, parce que je l'ai appris en hébreu, j'ai appris le truc en hébreu, voilà. D'accord. Alors, il y avait une autre question, monsieur Cohen, sur. Attendez que je revienne dessus. Sur Gaza. Alors, là. Hop. Là. Alors, pourquoi le revirement de la France concernant Gaza? Il y a eu un revirement? Apparemment, selon un auditeur, je ne sais pas, vous n'êtes pas au courant? Non. Non, il y a eu un revirement sur l'Iran. J'ai entendu le ministre des Affaires étrangères dire que le blocage des détroit d'Ormuz par les Américains n'était pas conforme au droit international. Mais sur Gaza, je n'ai pas entendu. Mais s'il y a quelque chose, dites-le moi. Hein. Ouais. Non, écoutez, moi, à part la pseudo-reconnaissance d'un État palestinien par Macron l'année dernière, je crois. Hein, voilà. Ça remonte à 6 mois, là. Ouais, ouais, ouais. Sinon, ben, On ne parle plus de Gaza. Non, il y a eu une déclaration de Barrot, aujourd'hui d'ailleurs, sur l'Iran, condamnant les États-Unis. Mais il ne faut pas les croire. Hein. Enfin, je veux dire, la France veut se donner un beau rôle, mais bon, mais c'est de l'hypocrisie. Ça me rappelle le chef du Mossad qui dit des conneries. Voilà, il faut croire que la France
critique l'Amérique en ce qui concerne l'Iran, c'est de la pure hypocrisie. Voilà. Donc, je pense que ça ne vaut même pas la peine d'en parler. Tellement ça paraît puéril et comment dire, tellement mensonger. Mm. Alors, qu'en est-il la semaine dernière, en fin d'entretien, on avait évoqué les soi-disant négociations qui auraient eu, qui étaient prévues le week-end dernier. Est-ce que vous avez suivi un petit peu ce qu'il y a eu une évolution? En fait, ce qui se passe, en tout cas parce que j'écoute des sites américains qui sont assez bien informés, en tout cas, qui tentent de l'être. Alors, il semblerait qu'il y ait des négociations, mais très, très, très discrètes. C'est-à-dire, des messages sont échangés par l'intermédiaire des Pakistanais entre les Iraniens et les Américains, mais on ne sait absolument rien de ce qui se dit. Voilà. Mais on ne serait pas étonné. Voilà, on ne serait pas étonné s'il y a quelque chose qui se passe. D'ailleurs, C'est-à-dire, oui, oui, d'ailleurs, on est arrivé, je crois, Monsieur Cohen, on est arrivé à 2 mois depuis le début de la guerre, hein. Ça avait commencé, il me semble, le 28 février. Nous sommes oui. le 1er mai, nous avons atteint les 2 mois et je crois que Donald Trump, d'ailleurs, il a fait une déclaration où il laisse entendre qu'il se passera d'un feu vert du Congrès Oui, tout à américain. fait. D'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais aujourd'hui, le président de la Chambre des représentants, parce que faut pour que le Congrès dans son accord, il faut que le Sénat et la Chambre des représentants se réunissent. Bon. Or, le président de la Chambre des représentants a donné congé aux députés jusqu'au 11 mai ou quelque chose comme ça. Donc, voilà, c'est une façon de régler le problème. Parce que ce président de la Chambre des représentants, qui est un républicain pur et dur, il s'appelle Johnson, je crois, et donc il a obéi à Trump et il a fermé, voilà, il a envoyé un message et il a dit aux congressmen eh ben, de retourner dans leur circonscription ou de prendre des vacances. Donc il n'y a plus de Chambre des représentants jusqu'au 11 mai. Et puis, vous savez, il y a toujours moyen de contourner cette loi, etc. Et Trump a la majorité. Et vous savez, les députés, les sénateurs et les représentants, ils obéissent, ils sont, comment dire, ils ont la fidélité du parti. Voilà. C'est pas, ils ne votent pas de manière indépendante. C'est un peu comme dans tous les parlements d'ailleurs. En France, par exemple, vous savez, les macronistes, en général, ils votent avec ce que leur dit leur chef, et les filles avec ce que dit le chef, etc. Enfin, dans tous les partis, c'est comme ça que ça marche. Et donc, si Trump, par exemple, peut leur dire, j'ai entendu ça aussi, c'est pas une vraie guerre. Donc, où il y a un cessez-le-feu. Donc, la guerre s'est arrêtée. Il a plusieurs moyens de contourner cette obligation de chercher l'autorisation du Congrès. Voilà. Alors, quand même, par rapport à cette guerre, il y a une annonce là, des gardiens de la Révolution. Là, Oui, 14 démineurs ont été tués vendredi dans le nord-ouest de l'Iran à cause d'une opération de déminage, puisqu'en fait, les États-Unis, avec Israël, emploient quand ils font des frappes aériennes, ils emploient des bombes à sous-munitions. Et du oui. coup, il y a plein de mines comme ça qui se déversent un peu. Et du coup, c'est problématique après. Donc là, ils viennent d'annoncer quand même qu'il y a 14 démineurs qui ont été tués à cause de ces bombes. Donc, malgré tout, ils emploient des techniques bon, j'ai employé un terme un peu, voilà, des techniques un peu dégueulasses, hein. Oui, il y a une espèce. Non, non, le front n'est pas calme là-bas. C'est-à-dire, il y a des escarmouches,
Il y a des navires qui sont arraisonnés, des pétroliers qui sont menacés, qui font demi-tour, etc. Donc, c'est agité. Mais, disons, par rapport à une guerre normale, enfin, je veux dire, non, par rapport à une guerre intense, une vraie, c'est rien du tout ce qui se passe aujourd'hui. Ce sont des petits escarmouches, voilà. Donc, bon, qu'il y ait des petits trucs comme ça qui se passent, bon, c'est. Non, mais ils se permettent, Monsieur Cohen, ils se permettent Oui, d'employer cette méthode-là sur les bombes à sous-munitions parce qu'ils n'ont pas signé, ils sont pas signataires de la Convention internationale sur ce sujet-là. Et du coup, ils se permettent un peu ça. Donc, c'est malheureux quand même de donner des leçons au monde entier sur des soi-disant guerres propres et eux, en fait, ils sont sans pitié. oui, comment dois-je répondre à ça? Ouais, ouais, non, mais Enfin, bien sûr, c'est pas, Monsieur Cohen, c'est pas une surprise, mais voilà, c'est. l'Amérique, je pense que l'histoire de l'Amérique, si on la prend depuis 100 ans, un siècle, c'est l'histoire des guerres illégales, illégitimes, d'agression, de renversement, enfin de tout ce que vous voulez. Enfin, je veux dire, sur 100 ans, je crois qu'ils n'ont connu que 5 années de paix. Voilà, enfin, je veux dire, c'est pas. Rien ne nous étonne de la part des Américains. C'est le cynisme à l'état pur. Donc, voilà. Hmm. Allez, on continue. Monsieur Cohen, vous pensez quoi de la sortie, l'éventuelle sortie des Émirats Arabes Unis de l'OPEP? Euh, là, euh, j'ai du mal à me faire une idée précise. Je reconnais, voilà, je suis pas un, comment dire, je suis pas un spécialiste de la question du pétrole, etc. Alors, moi, je pense une chose, c'est que en général, lorsqu'il y avait l'OPEP, lorsqu'il était au complet, il, il décidait quand même d'un commun accord en fonction de la situation internationale, de l'extraction, des prix, des crises, d'augmenter ou de diminuer. Évidemment, ces décisions étaient prises à l'unanimité d'un commun accord. Et les Émirats arabes unis constituaient un membre important, comme l'Arabie saoudite, comme l'Iran, comme la Russie. Mais le fait de sortir, à mon avis, c'est que euh, les Émirats arabes unis ne veulent plus être contraints de réglementer leur production en fonction des intérêts des autres. Par exemple, bon, les Émirats arabes unis ont perdu énormément d'argent. Énormément. Je ne sais pas, peut-être de 20 ou 30% de leurs recettes. Ce qui représente des sommes faramineuses. Les Émirats arabes unis ont perdu non seulement le pétrole, mais ils ont perdu aussi une usine d'aluminium, enfin de gaz. Non, c'est le Qatar pour le gaz. Non, ils ont perdu énormément. Et donc, il faut qu'ils renflouent les caisses. Et ils se disent, bon, voilà, nous voulons récupérer notre liberté d'action. Et donc, si nous pouvons vendre le maximum qu'on pourra, ben, on le fera. Voilà. Donc, il n'y a plus d'entente. Il n'y a plus ce système, un club fermé des exportateurs de pétrole qui décidait d'un commun accord. Parce que, par exemple, quand le prix était trop bas, ben, il fermait les robinets. Donc, ça faisait monter les prix, etc. Mais ça se passait dans des réunions avec un consensus général. Voilà. Il y avait pas, on n'imposait pas à un pays euh, une décision majoritaire. C'était un consensus. Donc le fait de sortir, ça veut dire que pour les Émirats arabes unis, retrouver sa liberté de produire et de vendre comme il veut. Évidemment, ça va créer de la concurrence avec d'autres, soit pour faire baisser les prix,
soit pour conquérir de nouveaux marchés, etc. Mais dans la situation actuelle, ce n'est pas ça qui va se passer parce qu'on est dans une situation de pénurie et de blocage. Et donc, si les Émirats arabes unis veulent sortir, c'est certainement pour vendre le maximum de pétrole qu'il peut parce qu'ils sont dans une situation financière critique. Et donc, ils ne voudraient pas, ils voudraient pas être liés par des accords qui limiteraient leur liberté d'action. D'autant plus que la semaine dernière, on en a parlé, d'ailleurs on l'avait évoqué, les deux grands banquiers de BlackRock et Goldman Sachs étaient aux Émirats arabes unis. Et vous savez que les Émirats arabes unis sont parmi ceux qui achètent la dette américaine. Je ne sais pas, ils doivent avoir je ne sais pas combien de milliers, de milliards de dettes américaines. Or, le gros problème des États-Unis actuellement, enfin, et à l'avenir, c'est ça aussi qui peut, tout à l'heure quand on a parlé de la pérennité de l'Empire américain, il va tenir à ça aussi. Il y a déjà beaucoup de pays, comme le Japon par exemple, ou la Chine, qui commencent à vendre la dette américaine. Donc le dollar sera de moins en moins la monnaie de réserve. Les États-Unis auront de plus en plus de mal à s'endetter. Ça veut dire qu'il faut payer des intérêts plus élevés, etc. Et donc, je pense que les Émirats arabes unis ils ont cherché avec ces banquiers, j'imagine, hein, vous savez, je ne sais pas, des moyens de trouver, de se refinancer sans peut-être vendre la dette. En tout cas, ça montre quand même que ces pays qui étaient quasiment des donateurs à milliers de milliards, vous savez, les armes qu'ils achetaient, les dettes, les placements, etc., ça va diminuer ne serait-ce que de 20 ou 30% ou 40%. Parce que, et encore, s'il n'y a pas d'autre destruction, parce que le prochain coup, si jamais il y a un coup des Américains de bombarder, d'ailleurs, ça fait un moment quand même qu'ils ne bombardent pas, les pays du Golfe vont encore perdre de leur capital énergétique. Donc, oui. Non, je vous laisse finir. Il y avait une question pour vous, mais allez-y. D'accord. Donc, de leur capital énergétique. Et donc, on est dans une période où vraiment, de grands marchandages, de marchandages qui portent sur des milliers de milliards. Et voilà, peut-être que les Américains, en sous-main, ils cherchent, peut-être, je ne sais pas. Vous savez, personne ne sait ce que va décider Trump. Mais Trump n'est pas seul non plus. Trump, c'est pas seul, c'est-à-dire… Ça a l'air de bouger pas mal, Monsieur Cohen, quand même, sur le plan international du côté de la Russie, de la Chine. Il y a certains pays qui veulent commercer en yuan. Il y a quand même une évolution de la situation là sur la dédollarisation. Donc, il y a une volonté vraiment de sortir de ce système qu'on nous a obligés depuis les années 60-70. Tout à fait. C'est pas seulement on a commencé, mais on est déjà dans le processus qui paraît irréversible. C'est-à-dire, ce qui va se faire actuellement dans les échanges en yuan, etc., on ne pourra plus revenir en arrière. Voilà. C'est-à-dire, tout ce qui sera grignoté contre le dollar, contre la puissance américaine, ce seront des acquis définitifs au bénéfice de la Russie, de la Chine, de l'Iran, etc. Voilà. Monsieur Cohen, il y avait une question pour vous, là. Donc, du coup, oui. Je vous la pose. Hein. Bonjour. Demandez à Monsieur Cohen pourquoi les Algériens croient que le Maroc a vendu ses terres à Israël. Je sais que c'est absurde, mais je voudrais voir comment Monsieur Cohen le voit. Alors, Monsieur Cohen, une réaction? Alors, il semble
Enfin, de toute façon, c'est pas, ils sont. Enfin, c'est-à-dire, je connais pas. J'ai pas les chiffres exacts, mais je sais qu'il y a un phénomène de rétrocession de propriétés ayant appartenu à des juifs marocains, sous prétexte que ces derniers ont été dépossédés de leurs biens dans les années 50, quand ils sont partis, et 60. Bon. Or, ce n'est pas seulement des maisons ou des magasins. Ça porte quasiment sur des hectares de terre. Encore une fois, moi, je n'arrive pas à trouver des chiffres exacts. Il semble aussi que le Maroc officiel, le pays, a concédé à des sociétés agricoles israéliennes des centaines d'hectares ou des milliers d'hectares, je ne sais plus. Donc il y a deux phénomènes. Il y a cette rétrocession de grandes surfaces, qui évidemment, ces surfaces-là sont prises. Vous savez que le Maroc des campagnes, c'était des terres tribales. Fondamentalement, c'était des terres qui appartenaient à des tribus. Et ces tribus, au sein de ces tribus, il n'y avait pas de propriété individuelle. Donc les terres étaient partagées ou cultivées en commun, on partageait les bénéfices, etc. Enfin, il y avait des systèmes d'exploitation en commun. Et avec le capitalisme, déjà avec le capitalisme naissant, la confiscation je peux dire la confiscation de terres privées ou tribales par le roi, qui est devenu probablement le plus grand propriétaire terrien du pays, par des gens riches. Vous savez, il y a quelques années, la dernière fois quand j'étais au Maroc, je crois que c'était en 2019, j'étais allé avec quelqu'un dans la région de Sidi Slimane. C'est autour de Rabat. Et c'est une région agricole très, très connue, très riche. Vous savez, moi, j'avais des souvenirs du Maroc d'antan, enfin, quand j'étais là-bas dans les années 80, je voyageais pas mal. Et au Maroc, quand on voyageait, enfin, surtout sur les routes nationales, on voyait énormément de paysans. C'est pratiquement, c'était un spectacle fascinant, disons. Les paysans qui marchaient sur les bords de route, les paysans qui avaient quelques moutons sur les côtés, des paysans qui avaient une cabane ici et là, etc. Et en fait, tout ce monde-là est en train de disparaître. Et quand j'étais en voiture avec quelqu'un, Sidi Slimane, imaginez, enfin, je veux dire, ça c'est quelque chose qui n'existait pas au Maroc. On est allé chez quelqu'un qui avait du bien, mais il s'est construit une résidence secondaire qui faisait 1 hectare. Donc, cette résidence secondaire sur 1 hectare, elle a été prise à qui? À des paysans. Donc, en fait, il y a des phénomènes comme ça de dépossession des terres tribales. Donc, une partie de ces terres va revenir à des juifs qui viennent d'Israël. Mais encore une fois, je suis désolé, je n'ai pas connaissance des chiffres exacts ou des chiffres approximatifs, mais je sais que c'est un phénomène qui prend de l'ampleur, puisqu'il ne touche pas. J'en ai parlé dans un roman que j'ai écrit, La 26e tribu. Or, je peux vous certifier, moi qui ai vécu là-bas dans les années 50 et 60, et j'étais même enfin, j'ai vu mes parents partir. Je n'ai jamais vu un juif de Meknès, du Mellah par exemple, être dépossédé de ses biens. Aucun, à ma connaissance. Je les ai vus vendre. Mon père a vendu sa maison, il a vendu son magasin, etc. Donc tous les juifs ont fait ça. Donc on a inventé comment dire, une espèce de mythe, un mythe,
propagé par un type qui s'appelle Georges Bensoussan, qui est un universitaire juif marocain et qui a le culot, l'outrecuidance de demander au Maroc 14 milliards de dollars de réparation. Bon, et donc, malheureusement, le roi. 14 milliards de dollars, Monsieur Cohen, c'est un peu plus que 14 milliards de dollars, c'est un petit peu plus que la fortune du roi, hein, c'est pas beaucoup. Non, c'était une petite boutade, Monsieur Cohen. Oui, d'accord. Non, mais et malheureusement, le roi, il a confondu la normalisation avec, comment dire, vous savez, non, vous savez, quand Hassan II était régné, on parlait beaucoup, je ne sais pas si vous avez l'occasion de lire le livre de Gilles Perrault, Notre ami le roi. Il parlait de l'hospitalité royale marocaine, vous savez, dans le fameux hôtel La Mamounia à Marrakech. Les journalistes français de tous bords, les hommes politiques, les députés, etc., ils défilaient dans cet hôtel qui est magnifique, enfin, c'est un joyau. Et dans leur chambre, ils trouvaient des cadeaux, des Rolex, des bijoux, etc. C'est ce qu'on appelait l'hospitalité marocaine. Et je crois que le roi actuel a confondu la normalisation avec une espèce d'hospitalité où on déroule le tapis rouge. Et c'est un mauvais calcul parce que les sionistes sont des gens d'une cruauté et d'un cynisme enfin incroyable. C'est-à-dire que vous leur donnez un doigt, ils vont vous prendre le bras. Voilà. Donc, si le roi, on a dû lui dire, Majesté, il y a des juifs quand même qui sont partis dans les années 50, ils sont partis en laissant leurs biens. Alors, le roi a donné des ordres, il dit, bah, il faut rendre aux juifs. Voilà. Et donc, eux, ils profitent. Voilà, ils viennent, ils disent, cette ferme de 2 hectares ou 5 hectares était à. Et je pense que les autorités, le gouverneur, etc., ils ont la trouille. Parce qu'une fois qu'on reçoit une instruction royale, comme quoi il faut satisfaire aux demandes des Juifs, il n'y a aucun gouverneur qui va s'opposer. Il n'y a aucun commissaire qui va s'opposer, parce qu'on s'oppose à la volonté royale. Et donc, ils vont faire encore plus de zèle pour. En tout cas, moi, j'ai vu une vidéo il y a quelques mois d'une espèce de bidon, pas bidonville, vous savez, ces quartiers très traditionnels, vieilles maisons, etc., où les habitants étaient chassés et ils disaient en arabe marocain, que je comprends, hein, ils disaient ils nous chassent pour donner nos maisons aux juifs. Voilà, donc cette Alors, réalité existe. Monsieur Cohen, Cette réalité existe, mais il faudrait se renseigner sur son ampleur. Voilà, j'ai fini. D'accord, excusez-moi, je vous ai coupé. Donc, pour répondre à l'auditeur qui a posé la question, ces Algériens qui véhiculent ces informations, ils sont pas, ça relève pas de la propagande mensongère. Non, 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 pas du tout. C'est une Voilà, réalité. très bien. Juste, C'est une réalité. juste pour préciser, comme ça, l'auditeur, il a la réponse et comme ça, tout est clair. Et pour continuer sur cette question-là, je ne sais pas si vous avez entendu parler, Monsieur Cohen, d'une prière improvisée de pèlerins juifs à Marrakech. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, il paraît que ça a fait énormément de bruit sur les réseaux sociaux marocains et du coup, vous en pensez quoi, du coup, Monsieur Cohen? D'ailleurs, ça a été. Donc, les Marocains sont antisémites, Monsieur Cohen? Non, ben non. Ah, mais Non, ils ont vu une espèce. Non, ça a réveillé beaucoup beaucoup les Marocains. Que ça a été presque. Ils ont ressenti ça comme une agression. Voilà. Les Marocains n'ont jamais été antisémites ni anti-juifs. Au contraire, quand il y avait les fêtes qui pour Pâques, etc., ils envoyaient le gouverneur à la synagogue pour recevoir la bénédiction du roi. Non, non, ils se sont toujours montrés sympathiques et tout.
Mais là, je ne sais pas ce qui leur a pris à ces Juifs de le faire. Mais je ne crois pas, moi, de la part des judéo-sionistes, je ne crois pas au hasard. Voilà. Et le hasard n'existe pas chez eux. S'ils l'ont fait, c'est une provocation délibérée. Ben Donc, déjà, M. Cohen, qu'il y ait eu une réaction de la population, du peuple marocain à grande majorité musulmane, c'est quelque chose de normal, j'ai envie de dire. non, moi j'étais agréablement surpris de voir que les réactions marocaines ont été énormes, étendues, maintenues, larges, etc. Ça, c'était une bonne Voilà, je suis surprise. d'accord avec vous. S'il n'y avait pas eu de réaction, là, on aurait pu se poser des questions. Oui, ça aurait pu passer inaperçu, disons comme un acte. Et là c'était un test, à mon avis, des sionistes. C'est-à-dire que c'est ça, avec les sionistes, il faut être très, très prudent, très méfiant. Parce que qui c'est qui a envoyé ces gens-là prier là-bas? Pourquoi ils prient là-bas? Ils ont des synagogues. Je veux dire, jamais, par exemple, moi j'ai vécu à Meknès pendant 20 ans, j'ai vécu à Casablanca, on n'a jamais prié dans la rue. Nous avions des synagogues. Donc, c'est quoi cette histoire de prier dans la rue? On ne l'a jamais fait. Ah, Moi, donc, vous, ça, c'était une commande, monsieur, selon vous. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il faut, avec les sionistes, il faut vraiment se méfier. Très bien. Non, mais on a l'habitude de voir des musulmans prier dans les rues. On est d'accord, monsieur Cohen. Non, non, mais à titre individuel, mais je ne sais pas. Mais en tout cas, Non, mais je veux dire, par exemple, en France, non, non, mais moi, je parle du Maroc. Voilà. La tradition marocaine veut que les Juifs, enfin à Meknès, on était quand même presque 20 000 Juifs, et je n'ai jamais, enfin je veux dire quand même, j'ai fait 20 ans de vie traditionnelle, religieuse, avec plein de fêtes et tout. Non, la seule prière qu'on faisait dans la rue, c'était pour la nouvelle lune. Voilà. C'est une fête, mais pas la prière. Sinon, les autres prières, c'était à la synagogue. Voilà. Non, ça c'est vraiment, c'est une provocation, c'est un test. Voilà. Et qui aurait pu, à mon avis, bon, ça va marquer un coup d'arrêt, parce que la réaction a été quand même assez forte et, et énergique. Mais voilà, ils cherchent des moyens comment dire, de conquérir des acquis. Voilà. C'est terrible. Hein, très bien. Alors, il paraîtrait, monsieur Cohen, que la chaîne Altitude est une chaîne propagandiste Qui? algérienne. Laquelle? La chaîne Altitude, en l'occurrence celle-ci, monsieur Cohen. Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a comme chaîne? Il paraîtrait que c'est une chaîne propagandiste algérienne et vous êtes invité à aller plutôt sur des chaînes marocaines. Vous répondez quoi à ça, monsieur Cohen? Vous avez déjà répondu, il me semble, hein, par le passé, mais Non, j'ai déjà répondu. Vous savez, je viens de publier un recueil de 12 dialogues. Et le dernier dialogue s'appelle Testament patriotique. C'est une espèce de mise au point de mes relations avec le Maroc. Euh, je n'appelle pas ça un règlement de compte, mais voilà, je fais le point. Voilà. Et c'est vrai que depuis quelques années, c'est pas un hasard. Voilà, c'est pas un hasard. Je suis gentiment ignoré, rabroué, euh, ignoré, etc. Et le- donc, dans ce dialogue, j'ai imaginé que quelqu'un me demande comment ça se fait que vous passez sur les médias algériens et pas sur les médias marocains. Donc, je réponds, ce que je pense d'ailleurs, c'est qu'aucun média marocain ne m'a invité depuis 5 ou 6 ans. Voilà. Et même quand je publie des livres sur le Maroc et tout, que je contacte les médias, je leur envoie le texte, ils ne daignent pas répondre et ils ne daignent même pas accuser réception et ils ne daignent même pas
demander mon avis. Voilà. Donc, ça fait 5 ou 6 ans qu'aucun, je dis bien aucun média marocain, pourtant, je pourrais avoir quelque chose à dire, après tout. Donc, voilà la réponse. Hein, c'est pas. Alors, Monsieur Et, Cohen, on peut rappeler, pardon? qu'il y a un peu moins d'un mois, je crois, vous avez été invité par une chaîne, un groupe de républicains marocains. Vous avez fait une vidéo, mais cette vidéo n'a jamais été publiée, je crois, hein. Tout à fait, tout à fait. Ça fait 2 ou 3 semaines ça fait 3 semaines que j'attends qu'il m'envoie la vidéo et je ne l'ai pas reçue. Voilà. Peut-être, voilà, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Très bien. Alors, on va continuer, Monsieur Cohen. N'hésitez pas, hein, celles et ceux qui ont des questions, qui veulent prendre la parole sur le sujet, n'hésitez pas à monter. Monsieur Cohen, l'actualité au Sahel, au Mali. Oui, Donc, vous avez vu un petit peu, vous avez suivi, je suppose, ce qui s'est passé la semaine dernière. oui, Alors, on va expliquer en quelques mots vite fait. Donc, je crois le 10 avril, Assimi Goïta déclare, hein, lors d'une visite, je crois, il a été reçu, ou non, où le ministre des Affaires étrangères marocain s'est rendu au Mali. Et lors de cette visite, il a déclaré donc ne plus reconnaître la RASD, oui, hein, cette République arabe sahraoui, et donc soutenir le plan d'autonomie par le Maroc, proposé par le Maroc concernant la question du Sahara occidental. oui, Euh, à peine 10 jours après, donc à peine 10 jours après, ou un peu plus, je ne sais plus exactement, si à peu près 10-15 jours après, donc il y a comment dire, cette offensive des Azawad, oui, avec leurs alliés, si on peut appeler ça leurs alliés du JNIM, hein, qui ont fait une offensive et qui ont donc attaqué et assassiné d'ailleurs, je crois, le ministre de la Défense. oui. Euh, voilà, la situation s'est dégradée très rapidement. Comment vous voyez, vous, la chose parce qu'il y a une question qui a été posée, c'est comment se Oui. fait-il, qui soutient les Azawad, le JNIM, comment arrive-t-il à avoir des 4x4 flambant neufs, un peu d'armement, quelques drones, tout ça? Qui est derrière eux? Voilà, c'est la question qui a été posée. Qui est derrière eux? Le camp anti-russe, le camp anti-chinois, donc le camp occidental, Alors, et qui a précisez, M. Cohen, qui a trouvé qui c'est le camp anti-russe? le front anti-russe. Ça veut dire la France, enfin l'Europe, l'Amérique, et qui ont intérêt, parce que le Mali est un pays riche, il a beaucoup de minerais, il a de l'or, etc. Et il ne voudrait pas ce camp-là, et qui a trouvé un allié inattendu dans l'Algérie. Voilà. Je voudrais dire quelque chose sur l'Algérie. L'Algérie a toujours défendu enfin, comment dire, les troupes sahraouis, je ne sais pas comment on peut les appeler, les Bédouins, enfin je ne sais plus comment on les appelle. Les Azawad, les Touaregs. Voilà, les Touaregs, les Touaregs qui, pourquoi l'Algérie les défend? Vous savez, vous connaissez ma théorie sur les États. Un État, un État n'a pas d'état d'âme. Un État, il n'existe pas d'État vertueux. L'État algérien en tant qu'État, quels que soient ceux qui sont à sa tête, quels que soient les responsables, un État a des nécessités, il a des frontières. L'Algérie a une frontière très longue avec le Mali, et l'État algérien ne peut pas se permettre d'avoir à ses frontières un régime qui lui soit hostile. Voilà. Et donc, cet État, il est tenté d'abriter, comment dire, d'encourager des troupes pour avoir un moyen de pression sur ce voisin. Voilà. Pour que ce voisin se conduise, respecte ses frontières ou respecte son intégrité, etc. Voilà. Et donc, pour moi, je pense que tous ces intérêts, c'est-à-dire l'Algérie, la France, le camp occidental,
le camp anti-russe, peut-être qu'il est plus large, avait intérêt à, et d'ailleurs ça fait des années que ce mouvement il est entretenu, les Azawad, etc. Donc pourquoi? Parce que vous savez, c'est comme Daesh. Hein. Daesh, on l'a entretenu, qui a entretenu Daesh, qui a entretenu les mouvements islamistes un peu partout en Syrie, etc. Ce sont des Occidentaux, ce sont des pays qui avaient intérêt à déstabiliser. Donc, ils créent des mouvements autonomistes, indépendantistes, religieux, tout ce que vous voulez, mais on s'en fiche. L'essentiel, ce sont des moyens de pression sur les États, soit pour les conquérir, soit pour les diviser, soit pour les contrôler, etc. Et le Mali est un pays relativement faible, c'est-à-dire il est très étendu, je ne sais pas, il fait combien, 2 fois la France, je ne sais pas. Ouais, c'est un grand pays, oui. Avec une population, enfin, et puis c'est quand la France était là-bas, soi-disant, la France n'a jamais aidé les Maliens à développer une armée. Jamais. C'est-à-dire que les Maliens, quand ils ont fait le coup d'État, il y a 3 ans, ils ont été obligés quasiment de refaire une armée. Parce que l'intérêt de la France n'a jamais été de développer ces pays. Regardez par exemple le Niger, il produit je ne sais pas combien d'uranium, mais 80% des Nigériens vivent sans électricité. Donc, et donc en fait, les Français n'ont jamais donné la possibilité aux Maliens, aux Nigériens et aux Burkinabés d'avoir une armée à la hauteur pour défendre le pays. Et donc le Mali, comme le Niger d'ailleurs, ils sont obligés, une fois lorsque il y a eu un pouvoir populaire qui voulait défendre les intérêts du pays, eh ben, ce pouvoir a reconstitué une armée, mais ça prend du temps. Et la Russie enfin, les Russes ont envoyé des, comment ils s'appellent? L'Africa Corps. Alors avant, c'était Wagner. L'Africa Corps, voilà, l'Africa Corps. Alors, il semble que, bon, les Russes et les Maliens ont été pris de court. Bon, vous savez, pour défendre un tel territoire, il faudrait, je ne sais pas combien de milliers et des milliers d'hommes. En tout cas, je pense que la partie aujourd'hui n'est pas finie, loin de là, puisque je pense que les Russes, les Maliens, moi, ce qui m'étonne, c'est, je ne sais pas si quelqu'un a l'information, mais je n'ai pas l'impression que le Niger, en tout cas jusqu'à présent, hein, je n'ai pas l'impression que le Niger et le Burkina Faso aient envoyé leurs troupes pour défendre le Mali. Alors, je ne sais pas. Alors, j'ai cru entendre quelque chose, justement, que les États du Sahel avaient participé là, à des combats. Alors, je ne sais pas, à confirmer. D'accord, bon, très bien. Bon, c'est très difficile d'avoir des bonnes informations dans cette partie du monde parce qu'il y a beaucoup de manipulations. Parce que si vous écoutez tous les moyens français, par exemple, France 24, RFI, etc., Arte, ils ont pris fait et cause pour les rebelles. Parce qu'ils sont anti-maliens, ils sont anti-russes, et donc ils ont pris fait et cause pour les rebelles. Mais c'est difficile d'avoir des informations, mais je pense que le camp, enfin, moi que j'appelle le camp africaniste révolutionnaire, il reprendra, enfin, surtout avec l'appui des Russes, il ne va pas se laisser faire, voilà. Bon, vous avez cité l'Algérie tout à l'heure, M. Cohen. Donc, l'Algérie, qui est frontalière, bien sûr, du Mali, a fort intérêt que, comme vous l'avez si bien dit, que ses voisins soient sécurisés, que ce soit, voilà, qu'il n'y ait pas de problème. Et d'ailleurs, suite à cette offensive, il y a une déclaration du ministre Ahmed Attaf qui a dit qu'ils étaient pour l'intégrité territoriale du Mali. Ils veulent pas une scission au sein du territoire malien. D'ailleurs, l'Algérie, vous le savez, M. Cohen sûrement, est à l'origine des accords d'Alger en 2015, qui ont été rompus justement en 2024, mais par Goïta. Donc,
comment dire, le pouvoir en place de Goïta aujourd'hui, est-ce qu'il est hostile à l'Algérie? Bon, on sait qu'il y a eu le problème du drone. Euh, C'était l'année dernière, je crois, ou il y a 2 ans, quasiment 2 ans, où il y a eu violation de l'espace aérien algérien et l'Algérie avait abattu ce drone. Qu'est-ce que, qu'est-ce Non, moi je que, suis convaincu, moi je pense après ce que, vous savez, ça fait quand même quelques années que je suis cette actualité-là, bon, peut-être pas de manière aussi précise et régulière, mais quand même, mais je pense, moi je suis convaincu, j'ai cette conviction que les Algériens ne sont pas totalement innocents sur les ennuis que connaît le Mali. Voilà. Je veux dire, j'ai lu des témoignages comme quoi les chefs rebelles étaient très bien reçus en Algérie et ils recevaient de l'aide, etc. Donc, il y a les déclarations officielles. Vous savez, n'importe la ministre peut très bien faire une déclaration officielle et puis on soumet. C'est l'intérêt de l'Algérie, voilà, d'avoir. Hein, je mais là, regrette. M. Cohen, c'est pas l'intérêt, justement. Moi, si je comprends bien la situation, c'est plutôt dans l'intérêt de l'Algérie que cette région soit stable. Et là, en l'occurrence, elle a été déstabilisée. Donc l'Algérie aurait aidé à ce que cette région soit déstabilisée. Moi, je pense, oui. Voilà. C'est-à-dire que si imaginons, si l'Algérie si a la possibilité d'avoir des troupes qui sont à sa dévotion, voilà, qui profitent de l'aide algérienne, etc., et qui peuvent contrôler une partie du Mali, la partie nord du Mali, l'État algérien serait très content. Vous ne serez pas mécontent, voilà, si vous voulez. Il faut pas non plus. Vous savez, c'est pour ça que je dis souvent, je répète souvent, les États n'ont pas de morale. Ah Les oui. États, les États n'ont que des intérêts. Et Ah, ouais. l'intérêt, vous savez, l'Algérie n'a jamais, comment dire, chassé les responsables, enfin, je veux dire, ces rebelles de son territoire. Donc, elle les aide, ils trouvent refuge, entraînement, etc. Donc, il faut être. En tout cas, moi, Mais vis-à-vis de l'Africa Corps et de la Russie, puisque l'Algérie quand même a une relation avec la Russie, c'est ça que j'arrive pas à comprendre en fait. euh, pourquoi. Enfin, ok, Ah, bon, ben, je veux dire. puisque Oui, l'Africa Corps a quand même dû quitter et apparemment, alors il y a eu une déclaration d'un journaliste, je crois sur RFI, qui a parlé suite à des négociations ou je sais pas quoi, ils ont facilité le retrait de l'Africa Corps pour qu'il n'y ait pas de dégâts, qu'il n'y ait pas de pertes et tout ça humaines. Ils leur ont laissé une porte de sortie. Et donc ce pays voisin, ce serait l'Algérie. Mais moi, je ne comprends pas. C'est la relation Russie-Algérie dans cette histoire. Bon, alors, je ne sais pas. ça veut dire. Non, Wally, ça veut dire qu'il n'y a pas de règle. C'est-à-dire que, ok, Ouais, il y a pas de- même si l'Algérie peut avoir des relations privilégiées avec la Russie, mais si l'Algérie peut, disons, comment dire, bouter un petit peu vers le sud les forces russes pour qu'elles prennent ses aises dans le nord du Mali, ben, elle le ferait. C'est tout. Et la Russie, si elle ne peut pas récupérer ce territoire, ben, elle sera obligée de faire avec, mais tout en restant ami avec l'Algérie. C'est ça les relations internationales entre D'accord. États. Une dernière information, je ne sais pas si vous l'avez eue, c'est Non, celle oui, du JNIM. Donc, le JNIM, c'est la partie alliée avec les Azawad qui ont fait cette offensive. Hein. Le JNIM aurait fait une déclaration au lendemain ou 2, 3 jours après qu'il soutenait justement le plan d'autonomie proposé par le Maroc concernant le Sahara occidental. Donc c'est pour ça, il y a beaucoup d'informations qui arrivent comme ça et c'est un peu, ouais, c'est en un tout peu cas, difficile à comprendre ce qui se passe là-bas. le drame de ces pays, c'est un peu comme le Liban, hein, enfin, c'est-à-dire que le Mali bon, n'est plus un pays aussi faible, puisqu'il s'est très bien réorganisé, au point de vue militaire, du point de vue
politique, des alliances, etc. La vente de ses biens. En fait, c'est un pays qui s'organise, mais il reste malheureusement assez faible, c'est-à-dire il a un grand territoire qu'il ne peut pas contrôler, mais je pense qu'il y arrivera, voilà. Et parce qu'il a un potentiel et il est aidé par la Russie. Et je pense donc je veux dire, à terme, il finira par regagner ce qu'il a perdu, voilà. Et Ah, malheureusement, oui, non, non, c'est votre avis, hein, je le respecte, il n'y a aucun souci. c'est ça le jeu des relations internationales. Il ne faut pas se faire d'illusions. Chaque État est là, comment dire, aux aguets, en train de voir s'il peut grignoter quelque chose ou pas, etc. Voilà, il faut pas rêver, hein. Tous ces États, tous, donc sans exclusif. Donc, c'est pas la peine de mettre comment dire, le poids sur X ou Y, etc. Voilà. Le jeu des États, c'est de chercher à grignoter, à affaiblir l'adversaire, à s'allier, à renverser des alliances le moment venu. C'est le jeu des relations internationales. Voilà. Et l'État qui ne le fait pas ou qui ne s'y prépare pas, il le paiera un jour ou l'autre. D'accord, bah écoutez, on va suivre ça, hein, puisque là, sur le terrain, je crois qu'il y a encore des combats, il y a encore des pertes des deux côtés. Et d'ailleurs, les djihadistes, apparemment, ont vraiment l'intention de renverser, alors les djihadistes avec leurs alliés, hein, de ceux qu'on ne voit pas, mais ceux qui, leurs alliés de sous-main, ont vraiment l'intention, pardon, de renverser la junte militaire de Goïta. Ça m'étonnerait qu'il y arrive, mais bon. On ne sait jamais, mais ça m'étonnerait quand même. Ok, bah écoutez, on va suivre ça de près. Alors, je vais voir s'il n'y a pas une ou deux questions, et puis après, on clôture là, Monsieur Cohen. Oui, on peut arrêter là. On peut arrêter là. Ouais, bah, je crois qu'on va D'accord. s'arrêter là, et on suivra ça de près, et on en discutera éventuellement la semaine prochaine. Avec plaisir. Allez, bonne soirée à tous. Merci. Au revoir, Monsieur Cohen. Voilà les amis, c'est terminé pour ce soir. On a fait un petit tour de l'actualité entre le Moyen-Orient et la situation au Sahel. Les amis, je vous donne rendez-vous demain soir à 21 h. Et la question, ce sera bien sûr sur le Sahara occidental. Les deux sessions qui se sont tenues le 24 et le 30 avril à huis clos, mais on va essayer de voir un petit peu. Hein. J'ai trois invités qui seront là, trois Sahraouis, hein, qui sont concernés par la question et qui, eux, parleront de l'évolution de la situation. Et voilà, donc je vous donne rendez-vous à 21 h demain soir. Pour celles et ceux qui sont arrivés en cours et qui veulent revoir la chronique avec Monsieur Cohen, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Attitude sur YouTube. Et ceux qui veulent faire un petit geste pour soutenir la chaîne, vous avez le petit lien en description, le lien PP. Voilà les amis, que la paix soit sur vous. À demain. Salam alaikum.